parler de numérique. On va peut-être démarrer sur un premier tour de table pour essayer de voir, vous, à l'échelle de vos métiers, vos enjeux prioritaires. Alors, on n'a pas les 4 métiers de BNP, mais on a plus même, puisqu'on a encore du financement. Vous allez me dire, chez BNP, on aurait pu en avoir aussi, mais là, on ne l'a pas chez BNP. Nul n'est parfait. Et on a les utilisateurs qui viennent s'ajouter à toute cette chaîne de valeur de l'industrie immobilière. On va commencer peut-être par le financement. Aujourd'hui, Thierry, quels sont un peu les enjeux prioritaires pour un banquier aujourd'hui? C'est les taux? La marge? Oui, non, c'est pas. Oui, ça c'est un peu prosaïque. Non, on a trois axes prioritaires qui définissent d'ailleurs le plan à moyen terme du groupe agricole, et c'est public puisque ça a été annoncé à la presse il y a quelques jours seulement. Le premier axe, c'est naturellement contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, qui est un axe absolument prioritaire, et qui se décline avec plusieurs actions naturellement, et notamment sur l'objet des financements que nous allons mettre en œuvre. En limitant ceux qui sont destinés aux industries fossiles, on peut facilement l'imaginer, et en développement, en accompagnant nos grands clients dans la transformation énergétique. Tous nos financements, désormais, toute notre politique de financement sera appréhendée sous l'angle ESG. Alors essentiellement, quand on dit ESG, c'est essentiellement green au stade actuel, mais le S de social et le G de gouvernance sont de plus en plus prégnants, notamment dans ce qu'on appelle dans notre jargon les Sustainability Linked Loans, qui intègrent l'ensemble de ces critères. Xavier, je fais le tour de table. L'ESG, c'est aussi la priorité des investisseurs ou ça reste le TRI? Chez AXA IM Real Asset, c'est sûr que l'ESG c'est devenu depuis quelques années, et avec une forte accélération ces 2 dernières années, la priorité. D'une part parce qu'il y a les réglementations qui nous l'imposent, ensuite parce que les investisseurs, nos investisseurs, nous le demandent. La révolution vient aussi du monde de la finance, qui nous impose de nous remettre en question sur les sujets ESG. Donc ça, c'est clairement une priorité. Alors comme on fait de l'immobilier au quotidien, on en a d'autres. On n'a pas que l'ESG. Évidemment, on est confronté à de la question de changement d'usage, en particulier post-Covid, en particulier dans le monde du bureau. On est confronté également, plus récemment, c'est pas anodin, à cette remontée des taux, à cette volatilité des marchés, qui nous oblige à repenser un petit peu nos façons de faire des transactions. Et puis, moi, j'ajoute le 4e enjeu, qui est important quand même, c'est cette histoire de digitalisation dont on va parler ce matin, qui nous oblige aussi à repenser la façon dont on travaille en tant que bailleur et en tant que propriétaire, au niveau de nos sociétés d'asset management, nos structures d'asset management et au niveau de nos immeubles. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard, je pense. Je continue mon petit tour. Après le financement, après l'investissement, vient peut-être la fabrique de l'immeuble, la promotion. Alors les gros enjeux aujourd'hui, c'est vraiment l'évolution et la transformation de notre métier de promoteur, donc en intégrant tous ces sujets de carbone, de biodiversité, de zéro artificialisation nette, etc. Donc on est dans une période un peu charnière de transformation de ce métier de la construction immobilière. Émeric. Oui, je représente le property management et en plus il y a Thierry qui a quand même bien parlé de notre métier et qui a bien souligné effectivement les enjeux que nous avions de ce numérique. Je pense que le property management est vraiment au cœur de la donnée. Oui, parce qu'on prend effectivement les immeubles à leur livraison, on va aller parler à l'occupant, on va travailler avec l'investisseur, avec les fournisseurs d'énergie, avec les mainteneurs, et donc de fait, on collecte beaucoup de choses. Historiquement, on s'intéressait beaucoup à la donnée financière, qui intéressait d'ailleurs surtout les investisseurs, mais Xavier vient de le souligner, ça s'est élargi et ça s'accélère, et donc il faut qu'on trouve des nouveaux modes pour collecter, échanger encore plus vite cette donnée. Et donc ça, c'est vraiment nos enjeux. C'est comme ça qu'il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, il y a eu la ICN qui est née, donc l'Alliance immobilière pour la convergence numérique, dont ici Fidji fait partie, dont nombreux aussi d'entre vous êtes partie prenante dans les ateliers, souhaités par la PROMA, donc l'association des property managers dont CBRE est membre fondateur, pour effectivement avancer sur ces formats, avec un mode de travail tout à fait nouveau, avec les PropTech qui sont aussi dans cette salle aujourd'hui, pour définir des formats effectivement d'échange entre nous tous, pour pouvoir alimenter nos données, les faire remonter.
Thierry le citait par exemple, où on parle par exemple des plans, des plans pluriannuels de travaux, effectivement, sur lesquels nous avons effectivement beaucoup avancé, qui sont en train d'être implémentés par CBRE, par AXA actuellement, pour effectivement communiquer cette donnée, et c'est le lien avec l'ESG, parce que c'est un des grands enjeux que nous avons avec l'ESG, ça va être les travaux, la mise aux normes, et donc de faire ce qu'il faut en maîtrisant les CAPEX et en partageant cette donnée, y compris avec par exemple les experts immobiliers, pour avoir cette vision claire. Et il y a d'autres chantiers qui sont en cours, justement, pour faciliter ce transfert et ce partage de la donnée avec vous tous. On va y revenir, et puis je finis peut-être avec celui qui est au centre de toutes les préoccupations, parce que finalement vous êtes le client final. On fait tout ça pour vous. Non seulement je suis au centre de nous 5, et j'en suis très honoré. C'est vrai que je suis ravi de voir que tous ces métiers-là, et les 4, dont les 4 dont a cité Thierry tout à l'heure, convergent vers une chose, c'est vers l'utilisateur. Donc je suis très content de le représenter ici, non seulement en titre de la SNCF, qui est un gros utilisateur, mais aussi de toute la DI que je préside depuis 4 mois. Donc c'est vrai que toute cette industrie œuvre, et j'en suis ravi, pour que au final l'utilisateur non seulement soit bien, soit sociétalement propre, mais j'ajoute quand même que l'immobilier pour une entreprise, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est une externalité négative, mais c'est quand même une obligation pour nous, c'est une contrainte pour loger notre industrie à nous au départ. Donc c'est vrai que la convergence numérique, si elle peut nous aider à rendre l'immobilier de plus en plus efficace, efficient et contribue à la productivité de notre industrie, on ne peut être qu'un acteur actif parmi vous et de vous aider là-dedans, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est la donnée finale, les données finales, ESG bien évidemment, mais j'ai un financier à mes côtés, aussi financière. Et donc si on peut avoir au final des éléments qui rendent notre industrie, nos services, la production de nos biens et services beaucoup plus efficaces et économes, évidemment qu'on est très très demandeur de cette donnée, et non seulement nous les entreprises, mais toutes les activités à l'intérieur des entreprises qui nous met une pression d'enfer là-dessus. Et je reste avec vous, Frédéric. Quel est un peu l'état des lieux aujourd'hui? Est-ce que le numérique répond aujourd'hui en partie à vos demandes? Est-ce qu'on est très loin? Est-ce qu'il y a des points de friction? Est-ce qu'on est à l'âge de la préhistoire sur la donnée immobilière? Je ne vais pas paraphraser Thierry Laroupon. Je vais pas vous dire que le numérique, depuis 25 ans, a été au cœur des préoccupations des entreprises. Je vais essayer d'être dans la litote. Quand une entreprise, par exemple, comme la SNCF, ou je peux même citer Renault, qui a été autrefois propriétaire de ce bien 57 Métal, je crois qu'il y a plutôt un rapport de 0,01 à 10 dans les investissements informatiques dans l'immobilier d'entreprise. Ça change heureusement, puisque l'industrie, enfin l'activité à l'intérieur des entreprises devient quand même un élément important, de plus en plus important, et sur lequel les regards se focalisent, et surtout vecteur d'énormément de données. Ce que disait tout à l'heure Thierry est très très intéressant. C'est vrai que beaucoup de métiers contribuent à l'immobilier d'entreprise. Il faut les faire converger. Et on va dire entre nous, sans faire de publicité à ce merveilleux tableur, que Excel est très 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 partagé parmi nos équipes. C'est le cas de toutes les autres équipes. Aujourd'hui, c'est fini. On ne peut pas, quand on finance un bien, quand on achète ou quand on gère je ne sais combien de milliards d'actifs immobiliers, on ne peut plus être sur un tableur Excel. Ça paraît difficile. Donc on est sur quoi? On est sur quel outil? Aujourd'hui, quand je suis face au cadre normatif qui arrive, la taxonomie, j'ai pas tout compris sur la taxonomie, je pense que je suis pas le seul à pas avoir tout compris. Bon, ça définit un cadre général, hein. Faut pas chercher à tout comprendre. Hein, non, heureusement. Mais bon, comment on remonte les données la donnée, la data est un élément clé dans toutes ces problématiques. La lutte contre le réchauffement climatique, avec cet objectif fixé en 2050 de zéro net carbone, est un objectif extrêmement ambitieux pour toutes les industries et singulièrement pour l'industrie immobilière. Donc il y a un énorme chemin à faire de normalisation, on l'a dit, de collecte de données, d'analyse, de traitement, de déversement de ces données dans les systèmes d'information et d'exploitation, notamment des banques que nous sommes. Donc ce travail, il a été réalisé pour une part, mais pour une large part, il reste à réaliser et on apprend tous en marchant.
Et on est aiguillonné, il faut le dire, par les startups. Je crois que Maïré interviendra cet après-midi. C'est l'une d'entre elles, et je tiens à lui rendre hommage parce qu'elle fait un très bon travail. Nous avons, nous, développé, grâce à notre incubateur qu'on a mis en place il y a une dizaine d'années maintenant, une plateforme Neomi à laquelle se sont rattachés les grands promoteurs de la place et un certain nombre de grandes banques. Toutes ces initiatives de sociétés agiles qui aiguillonnent des grands groupes comme les nôtres permettent d'avancer dans la normalisation et dans l'obtention de cadres, de modèles. On parle de, je ne sais pas si vous avez parlé de crime déjà, mais bon, c'est un modèle de normalisation et qui permet d'apprécier l'évolution des trajectoires. Je crois qu'il faut plus raisonner en trajectoire en matière de lutte contre le réchauffement climatique qu'en état de situation. Il y a eu un stress test qui a été fait récemment, qui a été imposé par la BCE et fait par les grandes banques de la place. L'essentiel a été fait sous base de proxy. Donc on a bien vu que l'obtention de données réelles en matière notamment de DPE ou d'émissions de gaz à effet de serre nous met un peu au stade 1 de l'avancement des travaux dans ce domaine-là. Mais concrètement, du chemin est à faire. Concrètement, quand il y a un financement ou un refinancement d'un immeuble, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faudrait appuyer sur un bouton et avoir toutes les données pour que vous puissiez avoir un rating et proposer immédiatement une solution? Il faut d'abord s'entendre, ce qui n'est pas encore le cas, notamment au niveau européen, parce qu'il n'y a pas d'harmonisation européenne dans le domaine, sur les caractéristiques des données, sur la grille des données qu'on cherche à obtenir, et ensuite l'analyse et le suivi de l'évolution de ces données. Donc la data est un élément clé, crucial dans toutes ces problématiques-là, et l'harmonisation des grilles et de ce qu'attendent notamment nos autorités de contrôle. Xavier, côté investisseur? La route est longue, mais on avance chez les investisseurs, je crois. Moi, j'aime bien dire en tout cas, chez AXA, on a lancé 3 grands types de chantiers. 3 grands types de chantiers autour de la data. Le premier, c'est toutes les datas qui concernent notre métier de bailleur, notre métier de propriétaire bailleur, et qu'il faut digitaliser. Ça veut dire les données locatives, ça veut dire les données liées aux fondamentaux de l'immeuble, aux fondamentaux du bail, ça veut dire les budgets, ça veut dire les capex, et puis on va jusqu'à intégrer tout ça dans un grand système d'information qui nous permet aussi d'y ajouter les valuations, les external valuations, et nos propres modèles de cash flow, donc avec des modules, donc budgeting, planning, valuation. Ça, c'est un chantier qu'on a lancé il y a 4-5 ans, c'est long, douloureux, ça passe par l'implémentation d'outils que tout le monde doit connaître plus ou moins ici, comme Yardi par exemple, et puis aussi le paramétrage de nos propres outils, parce que quand on a... nous, on intègre beaucoup de complexité, on doit avoir une quinzaine de pays, une dizaine de classes d'actifs, tout type de programmes, des plus core au développement les plus, les plus balbutiants. Donc cette complexité est quand même très large. Et donc il a fallu qu'on paramètre nos propres outils. On a mis en place par exemple un truc qui s'appelle Anaplan et qui nous permet d'adapter les outils numériques à nos besoins. Mais ça, c'est la première étape, elle est essentielle. Je ne crois pas que les bailleurs institutionnels étaient très en avance il y a encore quelques années, mais je pense qu'on est en train d'essayer de rattraper notre retard, parce qu'il devient essentiel, d'être capable de prendre les bonnes décisions d'asset management pour maximiser la préservation ou la création de valeur, et 2, d'offrir le reporting qu'attendent nos investisseurs, presque en temps réel. Ça doit être des outils de place ou ça doit être des outils qui sont customisés en fonction du sponsor, en fonction du gérant d'actifs? Moi, j'imagine que les réponses dépendent un peu de la sophistication des acteurs. Quand on embarque autant de pays, autant de classes d'actifs, autant de spécificités que AXA, Yamri et l'Asset, on n'a pas été capable de trouver des outils de place. Et on a dû les customiser. Et c'est pour ça que ça nous prend autant de temps. Et même quand on trouve des outils de place, je pense à Yardi, je connais personne autour de moi qui m'a dit que Yardi se mettait en place en quelques mois. J'y crois. Personne ne me l'a dit. Donc même les outils de place, ça reste quelque chose d'extrêmement compliqué à adopter et sur lequel il faut former les équipes et générer l'adhésion, et ça prend du temps. Ça, c'est la première série de données. Moi, j'en ai, il y a 3 grands chantiers. Le deuxième, c'est l'ESG. Tout le monde en parle ici, et c'est évidemment, et je le mélange pas avec le reste parce que c'est quelque chose qui est plus récent. On apprend en marchant, on parle de moving target en permanence sur l'ESG. La taxonomie, les utilisateurs, les investisseurs nous imposent de nouvelles choses assez régulièrement.
Quoi qu'il arrive, chez nous, il est essentiel d'avoir des certifications comme le GRESB. Il est évident qu'on doit mettre tous nos immeubles dans une courbe crème, et ça nécessite un certain nombre de données. Alors après, à nous de définir quelles données, plus ou moins granulaires, d'un point de vue spatial, d'un point de vue temporel. Ça demande d'organiser toutes ces données. Là aussi, gros progrès, gros efforts ces derniers temps. Comme beaucoup, on s'associe à des plateformes existantes pour le coup. En l'occurrence, chez nous, c'est DeepKey qui va être représenté, je crois, pendant cette journée. Voilà, là, il y a un grand chantier qui avance, mais qui avance bien. Et puis, le dernier... Juste une question sur l'ESG. Le nous, ça doit être aussi les organisations professionnelles, ça doit être les représentants des investisseurs, ou c'est un peu chacun dans sa cuisine? C'est un peu des deux. C'est-à-dire, je pense qu'il faut de la concertation pour être sûr qu'on fait les bonnes choses, mais je pense que des acteurs comme AXA, on se doit aussi d'être un peu précurseur et de montrer le chemin et d'avancer et de faire nos propres expériences. Ça veut dire que vous investissez pour les autres? Peut-être. On investit en surtout R&D. pour... c'est aussi une façon de montrer à nos investisseurs qu'on veut être en chef de file et être capable de se différencier aussi sur ces sujets. Surtout quand, en face de nous, on a des investisseurs qui parfois... Par exemple, des Nord-Américains qui sont encore un peu en retard, mais qui vont nous rattraper très 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 vite, si j'ai bien compris ce qui se passe. Donc on a intérêt à garder le plus longtemps possible ce petit quart d'heure d'avance. La troisième grand chantier, c'est la data immeuble. La data des opérations de l'immeuble. C'est plus des données essentielles aux bailleurs, enfin pas tout à fait, c'est en tout cas qui nous permettent d'exercer notre métier de bailleur. C'est pas des données, il y a des données ESG, mais il n'y a pas que ça. Là, la donnée, elle est pas forcément plus granulaire, elle est granulaire spatialement, on peut découper l'immeuble dans plein de sens possibles. On peut découper, évidemment, on peut être aussi très granulaire d'un point de vue temporel, collecter de l'information en temps réel. Et là, tout est possible. Nous, on est encore en phase exploratoire, en phase de test. On fait des tests avec de l'IoT, avec des BMS de plus en plus sophistiqués et des systèmes qui s'y rattachent. On fait des tests parfois poussés, comme récemment sur un immeuble qui s'appelle Stories à Saint-Ouen avec Willow et avec BNP en tant que property manager qui nous aide beaucoup. On fait des tests avec des systèmes aussi beaucoup moins sophistiqués et qu'on développe en interne. On ne sait pas encore exactement jusqu'où on doit aller. Je vais être honnête avec vous, on en reparlera peut-être, mais se pose la question du business model qui est attaché à tout ça. On va y revenir. Je voudrais quand même juste revenir sur le côté ESG et faire un petit lien avec la plateforme Operate. Donc j'ai compris qu'on avait jusqu'à la fin de l'année et puis jusqu'à fin septembre pour remplir ces données. Juste côté property, peut-être côté grand utilisateur, comment vous vivez ça? Est-ce que c'est compliqué? Comment on explique le fait qu'on n'arrête pas de procrastiner sur cette plateforme qui est censée récupérer de la donnée? En fait, on est juste censé mettre de la donnée. Pourquoi c'est si compliqué? Du côté utilisateur, puisque c'est quand même nous au final qui consommons l'énergie dans nos immeubles, qu'on le veuille ou non. Je vais rebondir sur ce que disait à l'instant Xavier et surtout sur la donnée de l'immeuble. Bon, évidemment, je vais représenter les grands utilisateurs, mais c'est valable pour tous les utilisateurs. Gérer l'immeuble dans une entreprise, vous l'avez vu tout à l'heure, Thierry disait qu'il avait 4 métiers chez lui pour qu'il s'adressait à 4 utilisateurs. Nous, on vous a tous les 4 devant nous. On fait à la fois la gestion de l'immeuble, la gestion de l'actif, on fait l'exploitation de cet actif, son usage, et puis au final, on donne aussi des prestations de services à l'intérieur pour les occupants. Quand on a plein d'immeubles, quand on a une multitude d'immeubles et ainsi de suite, je prends juste un exemple, la SNCF, c'est 25 000 compteurs électriques sur l'ensemble du territoire. Donc, en face... Alors ça va dans le monde de l'électricité, il n'y a pas encore trop d'acteurs, dans le monde du gaz aussi, mais il faut les gérer tous ces flux. Il faut les gérer à la taille des immeubles, il faut la gérer. Donc c'est un énorme traitement de data. Et tout à l'heure, je crois que c'est Xavier qui en parlait, qui parlait de DeepKey. Vincent et Emmanuel, on a eu la chance de les lancer en 2016 et d'être un de leurs premiers clients. Mais allez leur en parler. C'était véritablement un casse-tête que de collecter ce type d'informations.
Donc vous imaginez, c'est déjà un casse-tête pour la collecter. Maintenant, il faut la mettre dans l'outil Opérate de l'ADEME avec tout leur référentiel, ainsi de suite. C'est un casse-tête à gérer. Et en plus, on doit donner des objectifs immeuble par immeuble. Quand on ne maîtrise déjà pas les données dans ces immeubles-là, parce qu'on n'a pas d'outils ou on a du mal à les rentrer, c'est vrai que pour un grand utilisateur comme la SNCF, c'est compliqué. Je sais qu'on n'est pas seul. Alors ça rassure de se dire qu'on est tous dans ce bas-là, mais c'est vrai que c'est un énorme problème, puisque cette donnée, même si elle existe quelque part, on a du mal à la canaliser. Et on a du mal à la faire remonter, puisque ça vient d'origines différentes, avec des systèmes différents. Quelquefois, quand il suffit qu'un opérateur, qu'une société fermière change son informatique, et là, vous avez le jeu de domino. Là. On perd tout. On perd tout, on perd des chemins, on perd des choses. Il faut juste que vous voyez que nous, les utilisateurs, on est derrière vous, on reçoit votre information. S'il y en a un qui change, nous, derrière, il faut qu'on change tout, quoi. Et ça peut l'être. On s'est retrouvé, je ne citerai pas un opérateur énergicien, mais pendant 12 mois, on n'avait plus l'info. Donc on provisionnait, parce qu'à un moment ou à un autre, on allait recevoir la facture. Hein. Ça, c'est sûr. C'était une certitude. Mais il a fallu provisionner pendant 12 mois toute une partie, quoi. Parce que ça donnait. Donc c'est vrai que la convergence numérique, quand l'AICN s'est montée, on était plus que demandeurs. Je vais être un peu provoque, Émeric. Est-ce que c'est pas le job du property manager, en fait, de s'occuper de ça? Est-ce que c'est pas vous qui devez être au cœur de la récolte de la donnée? Pourquoi vous le faites pas? Désolé, Émeric. Merci, Gaël. Oui, je suis désolé. J'avais prévenu. Alors, bon, on va parler de nos modes de rémunération. Non, c'est pas. Non, mais effectivement, je pense que tu soulignes bien. On est au cœur de la donnée. On a la chance d'être au contact de tout le monde sur ces dossiers. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Proma a poussé aussi tous les acteurs de se réunir autour de ces thématiques. Aujourd'hui, la difficulté que tu peux rencontrer sur effectivement un occupant avec ses propres compteurs, c'est démultiplié au niveau des investisseurs et des property managers. Quand vous avez un immeuble multilocataire, vous avez donc autant de points de livraison, autant de factures, autant de locataires, avec chacun ses niveaux de responsabilité, en sachant que l'ADEME et le gouvernement a souhaité que ce soit l'utilisateur final qui soit responsable de sa donnée, et donc qui crée un peu un grand flou. Ce qui est assez incroyable quand même, c'est que par une pression réglementaire, on est en train de bouleverser l'ensemble de la manière dont on travaille. Et donc c'est une formidable opportunité pour le monde de l'immobilier. Et je pense que c'est pour ça qu'on est ici et pour ça qu'on parle de convergence. Parce que cette convergence numérique, elle passe par une convergence des moyens, et donc de se mettre en commun pour arriver à trouver des solutions. Alors que chacun avait justement sa chapelle, ses sujets à traiter. Et on voit bien, on a tous les mêmes besoins, ce besoin de données partagées, etc. Alors, naturellement, pour nous, ça pousse aussi à comment est-ce que le property manager doit évoluer pour faire face à ça. Et naturellement, c'est aussi de l'investissement. On parlait beaucoup là, on a parlé pour faire cette convergence, il faut investir dans les logiciels, il faut faire des partenariats avec des PropTech, etc. Et donc moi, je suis persuadé qu'effectivement, ça va passer aussi par une consolidation dans nos métiers. C'est le cas. Hein. En tout cas, chez CBRE, on a eu l'occasion de participer, d'accompagner Generali dans l'externalisation de son property management. On a repris les équipes parce qu'effectivement, il y avait la question de comment est-ce qu'on doit investir dans les outils demain, quelle innovation on doit faire pour pouvoir y arriver à aller vers cette convergence-là. Et je pense que voilà, c'est quelque chose vers quoi on va. Si je prends CBRE, au niveau DNT, justement, Digital and Technology, ce qu'on fait, c'est on a 3 axes. On essaie d'abord de construire en propre, donc build, buy, donc on achète des business et des startups, etc., pour effectivement arriver à le faire, et partner, donc de trouver des partenariats forts. Et si je prends juste 2 exemples autour de ces... Effectivement, le premier données financières, historiquement, notre partenaire mondial, c'est Yardi. On n'a pas pu le faire nous-mêmes, donc on travaille avec Yardi au quotidien. Et puis si je prends la donnée, justement, pour revenir à Opérate et à la donnée, il y a 5-6 ans, on avait bâti notre propre plateforme en Europe pour collecter la donnée, pour se brancher au GTB. On avait beaucoup d'ambition à ce niveau-là. Et puis on s'est vite aperçu que pour le déployer dans tous les pays, pour arriver à gérer la sécurité de ces infrastructures, nous, le DNT derrière chez nous a dit les informaticiens, stop. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a un partenariat fort avec DeepKey pour pouvoir être scalable à travers l'Europe, aller vite, collecter la donnée et puis aussi respecter nos engagements parce qu'on est aussi, on a une grande pression
aussi sociétale. On a aussi, CBRE a aussi des actionnaires sur lesquels on a annoncé aussi qu'on allait respecter, pour une société américaine, là c'est pas la loi, c'est une position d'entreprise de travailler sur le net zéro carbone et donc la décarbonisation des immeubles de nos clients. Et je reviens juste sur l'idée de plateforme. Tout le monde a eu la tentation de créer sa petite plateforme, chacun dans son couloir de nage, pour reprendre l'expression de Thierry Laroupon. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a besoin de massifier, d'avoir des géants, et peut-être que DeepKey ou un autre sera le Google immobilier? Comment vous analysez ça? Vous avez... Je ne sais pas si il faut aller vers le big. En tout cas, ce qui est sûr, enfin en tout cas la demande que nous on fait en utilisateur, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir le Big Brother qui va essayer de tout faire et qui va essayer de résoudre tous les problèmes. On le voit, les métiers vont à des vitesses différentes. Je pense que ce qui est très important, en tout cas pour nous utilisateurs derrière, c'est la compatibilité, c'est l'ouverture et c'est la souplesse. L'outil, il y a une vingtaine d'années, dans les grandes entreprises, on mettait un logiciel, un ERP avec 3 lettres, et on a vu ce que ça pouvait donner après pour les utilisateurs finaux de ces ERP. Donc moi, je pense plutôt à la souplesse, au fait que ces métiers puissent dialoguer les uns par rapport aux autres, parce que les logiciels, les pratiques vont être différentes. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le vit chez les utilisateurs, les grands utilisateurs, comment pouvoir dialoguer avec et recevoir l'information des promoteurs, des PMR, des FMR, des banques aussi, des bailleurs. Ils ont des outils différents. L'outil qui fera tout, honnêtement, j'y crois pas trop. Xavier. Moi, je suis d'accord. L'outil qui fera tout, il n'existe pas. Il n'existera peut-être pas, certainement pas. Encore une fois, on a de la complexité embarquée. On a de la complexité, de la sophistication. Et d'ailleurs, plus on embarque de juridictions, de pays, de classes d'actifs. Gérer un hôtel et gérer un shopping center, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas du tout les mêmes données qu'on collecte. Enfin, il y a une partie en commun, mais il y a une bonne partie de spécificité. Et donc moi je ne crois pas qu'il existe aujourd'hui des outils plug and play qui font tout. Je pense que sans vouloir partir chacun et développer chacun sa propre approche, on est obligé de monter des grands partenariats, mais on est obligé, enfin moi j'attends aussi de la part de nos partenaires une certaine écoute, une certaine souplesse pour pouvoir s'adapter à nos besoins. On l'a dit tout à l'heure, les cibles sont mouvantes, c'est en particulier vrai dans l'ESG, et la vérité d'il y a 18 mois est plus du tout celle d'aujourd'hui. Je pense même que nos objectifs en matière d'ESG, nous, chez AXA, ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a 18 mois. Aujourd'hui, chez nous, c'est décarbe. Il y a encore 18 mois, ce n'était pas forcément le mot-clé numéro 1. Donc, adaptabilité, souplesse, et puis vraiment comprendre les usages. Je vais essayer d'illustrer mon propos. C'est une discussion que j'ai eue avec Vincent Briand de DeepKey, qui est un formidable outil qui a d'abord été conçu pour collecter de la donnée. Je trouve que c'est vachement bien de collecter de la donnée. Et en plus, et Aymeric le disait, ça nous permet de répondre à un certain nombre d'obligations réglementaires, et puis aussi de répondre aux demandes de nos investisseurs, aux demandes de nos locataires. Très bien. Enfin, si on s'arrête là, ça risque à un moment de poser un vrai problème. Moi, ce dont j'ai besoin maintenant, c'est DeepKey me restitue de la donnée. Et surtout aide mon asset manager à visualiser où en est son immeuble et comment il peut s'améliorer. Donc il s'agit de transformer un outil de collecte en un outil, j'allais dire, d'éducation qui restitue intelligemment de la donnée pour pouvoir générer du plan d'action, pour pouvoir générer du pilotage. Ça peut aller jusqu'au conseil? Ça peut aller jusqu'au conseil, mais sans aller jusque-là, dans un premier temps, c'est comment on organise la donnée de telle sorte qu'un asset manager dont ce n'était pas le métier il y a encore 18 mois sait comment il doit avancer. Donc, c'est presque transformer ce qui était une contrainte, et je crois que c'est Aymeric qui l'a dit tout à l'heure, en une opportunité. Et c'est ça qu'on attend, moi je pense, de nos plateformes, de nos partenaires. C'est pas simplement de collecter et d'organiser de la donnée, mais surtout de générer de l'efficacité et de générer du savoir en restituant intelligemment, en organisant intelligemment la façon de reporter cette donnée et qu'elle devienne efficiente. Donc il faut plus qu'un champion national, il faut un champion européen, international? En ce qui nous concerne, j'imagine qu'il y a plein d'acteurs qui ont des champs d'action nationaux et qui se contenteraient très bien de champions nationaux. En ce qui nous concerne, je pense qu'il va falloir qu'on... Mais d'ailleurs, c'est en bonne voie. Moi, le sentiment que j'ai,
je voyais les noms qui étaient cités dans les intervenants de la journée aujourd'hui. C'est des Français qui peuvent devenir très très gros au niveau international. C'est des Australiens qui s'installent en Europe. Tout est possible. Ouais. Mais en tout cas, oui, il va falloir que ça converge. Je voudrais revenir sur deux petites choses, et je vais notamment demander à Loïc ce qu'il en pense. D'abord sur la digitalisation du parcours client. Je voudrais avoir un peu le regard du promoteur, et puis peut-être ensuite on partira sur la digitalisation de l'immeuble en tant que tel. Mais peut-être du parcours client. Question traditionnelle, c'est même moi, est-ce que j'ai encore besoin d'être dans une bulle de vente pour acheter un appartement neuf, ou aujourd'hui, est-ce que vous avez totalement digitalisé ce parcours client en B2C et peut-être aussi en B2B? Alors, en effet, on est en train de travailler sur des sujets de plateforme client. Le sujet de la data pour la promotion immobilière, c'est un champ extraordinaire de développement. On est, pour la promotion, encore un stade très archaïque sur toute la chaîne de fabrication de l'immobilier. Et je vais revenir à la plateforme client ensuite, mais déjà, au départ, sur la façon de créer des projets ou sur la création de projets, on est à un stade très archaïque encore de prospection foncière avec des développeurs fonciers qui arpentent les rues pour essayer de créer des projets immobiliers. Donc ça, je suis convaincu qu'il faut faire évoluer les choses. Aujourd'hui, il y a un sujet d'acceptabilité des projets par les élus, par les collectivités. Et donc, c'est sans doute grâce à cette analyse de la data qu'on va réussir à créer des projets qui seront beaucoup plus acceptables par les élus, parce que ce sont des projets qui correspondent à des besoins, des évolutions de friches industrielles, des proximités avec les futures gares du Grand Paris Express, etc. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la data vise. Il faut un peu comme dans un jeu vidéo, donc, là, essayer de s'imaginer SimCity. Donc aujourd'hui, je pense il y a toute une série de la data, la donnée, elle est très publique. Et donc aujourd'hui, on est en train d'internaliser, nous, des data analystes capables d'avoir une analyse intelligente de cette donnée et capable de pouvoir faire le lien entre l'évolution d'un actif, une zone polluée, des locataires qui vont quitter un site dans un délai raisonnable, et puis la volonté d'une ville de faire évoluer son PLU parce que un transport en commun arrive, parce qu'une gare du Grand Paris Express arrive. Donc tout notre travail aujourd'hui de réflexion sur la data est bien d'essayer de donner une cohérence à toutes ces données qui existent, de façon à pouvoir donner soit à nos clients collectivités une analyse prospective sur l'évolution d'un quartier, d'un site industriel, soit l'évolution de clients, donc Sogeprom, filiale de Société Générale, de clients Société Générale qui voudraient voir évoluer un site industriel, par exemple. Et donc on est en train d'internaliser un peu cette analyse à travers des data analystes logés chez nous dans la partie promotion immobilière. Ensuite, pour revenir à ce sujet de la plateforme client, là, il y a plusieurs sujets qui sont importants pour nous et pour nos clients. C'est la sécurisation de l'information, puisqu'il y a un tas de données très confidentielles qui arrivent sur ces plateformes, tous les appels de fonds, etc. Donc, premier sujet, la sécurisation de cette plateforme client. Et puis ensuite, tout le suivi du parcours client, donc de la promesse de vente jusqu'à l'acte, jusqu'au déroulement du chantier, au webinar de présentation du projet et au choix des matériaux, jusqu'à la livraison, et puis ensuite permettre à nos clients d'avoir un espace sécurisé sur lequel ils vont stocker pendant des années leurs données d'acquisition de leur appartement. Le BIM aujourd'hui, c'est le mot magique dans la promotion, ou ça reste quelque chose qu'on a du mal encore à appréhender? Je vais poser la même question à Frédéric. Alors, le sujet n'est pas simple. Je pense qu'en tertiaire, on a quand même fait beaucoup de progrès. En résidentiel, on est encore très très loin d'avoir des plateformes numériques générales pour toutes nos opérations. En tertiaire, on est quand même dans un état d'avancement sans doute important, et donc on arrive à avoir des plateformes numériques avec des maquettes numériques qui suivent l'opération de la conception jusqu'à la livraison et jusqu'au property derrière. Bon, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais je pense que pour le coup en tertiaire, on est beaucoup plus avancé qu'en résidentiel. Frédéric, sur le BIM. Sur le BIM, vaste sujet. Bon, déjà,
Loïc vient de le dire. On a l'habitude généralement de dire il y a le BIM amont et le BIM aval. Déjà, si ces deux-là pouvaient converger, ça nous aiderait beaucoup. C'est-à-dire qu'en règle générale, on va recevoir une belle plaquette, une belle disquette où on va avoir tout l'immeuble en 3D dans lequel on va pouvoir se balader. Et puis après, il faut le raccorder avec tous nos outils qui font la maintenance. Donc déjà là, il y a un grand moment de solitude. On a déjà du mal à le coordonner, dans la mesure où on a un outil derrière pour le réceptionner. Pour le faire. Donc je veux dire, sur le fond, on ne peut pas revenir derrière. Avoir le jumeau numérique de nos bâtiments, c'est un rêve. Est-ce que ça restera l'état de rêve? J'en sais rien. En tout cas, une société comme la SNCF, ou si je reprends ceux du CAC 40 qui ont entre 6 millions et 10 millions de mètres carrés, le principal problème que l'on a aujourd'hui, c'est comment je les fais rentrer dedans. Parce que si j'y vais au rythme des entrées de mes immeubles, alors peut-être que les promoteurs seront déçus, mais 8 millions de mètres carrés à la SNCF, le temps de les basculer, on en a déjà pour un certain nombre d'années, et donc on va avoir du mal. Non, ce qu'il nous faut, nous, c'est assez rapidement avoir des outils qui puissent déjà cartographier rapidement tous nos bâtiments pour savoir où sont les équipements, et petit à petit, on arrivera à basculer dans le BIM et on arrivera à obtenir les gains de productivité qui sont promis derrière. J'ajoute juste qu'aujourd'hui, c'est encore des promesses de gains de productivité qu'on peut avoir sur le BIM. Moi, j'attends de voir avec les PMers, savoir si on y arriverait et à quelle vitesse on y arrivera. Tout ça, c'est un coût, c'est un investissement. Qui énorme. Doit investir? Au général, de toute façon, on sait, c'est celui qui est au bout de chaîne. Hein. Ah, c'est l'utilisateur. Bon. En règle générale, c'est généralement lui qui le fait. Donc c'est vrai qu'on n'est pas trop pressé pour le moment, tant qu'on ne sait pas s'il y a la productivité tant attendue derrière. Quoi. Mais on le sait qu'elle va arriver. Quoi. Mais c'est pour faire rentrer cette masse de données dans nos outils, ça va être très très long. Il y a une perspective de ROI quand même. Oui, il y a des perspectives. Mais on a du mal à les calculer, si je comprends là, bien. Pour l'instant, les retours d'expérience ne sont pas encore complètement réalisés et complètement faits. J'en suis persuadé sur la phase amont. Là, il n'y a pas de sujet sur la phase amont, le BIM amont, le BIM construction, ainsi de suite, d'avoir le jumeau numérique. Pour l'instant, je suis encore assez dubitatif, je l'avoue, sur le retour sur l'exploitation. Quel est le ROI sur le retour sur l'exploitation? Juste sur le BIM, vous le regardez avec quel regard, justement on a perdu le micro. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Le BIM, c'est super quand on fait de la promotion et du développement, quand on vend un immeuble neuf, ça, c'est vraiment un plus. La vraie question, c'est comment on le plug derrière avec les systèmes d'exploitation. Puis après, il faudra poser la question à Aymeric pour savoir s'il est capable ou pas d'en faire quelque chose. Moi, je suis assez admiratif quand je vois certains de mes confrères, je ne sais pas si c'est des concurrents, qui se lancent à fond perdu dans des initiatives massives de digitalisation des immeubles. J'ai visité encore récemment des espaces où il y a des petits écrans partout qui disent à peu près tout, plein de trucs. Je ne sais pas très bien à quoi ça sert. Nous, en tout cas, on fait des tests. On ne se dit pas que ça ne sert à rien. On fait des tests, on essaye des trucs. On investit massivement. Pour l'instant, même sur des immeubles vides, ce qui prouve bien qu'on n'a pas cette volonté de tout refacturer aux locataires. On investit massivement pour pouvoir collecter de la donnée, l'organiser. En fait, le plus dur, c'est pas de la collecter, ensuite c'est de l'organiser et d'en faire quelque chose. Les bénéfices théoriques sont clairs. Améliorer le confort de l'utilisateur, générer de la maintenance préventive, mieux gérer les opérateurs de services. Voilà, ça c'est des choses qui sont clairement établies. Quand on réfléchit bien, on se demande où sont les gains dans la chaîne de valeur. Est-ce que c'est pour les investisseurs, les asset managers? Est-ce que c'est les property managers? Est-ce que c'est les facility managers? Ou est-ce que c'est finalement les utilisateurs qui en bénéficient? Et je ne sais pas. Moi, en l'occurrence, je ne suis même pas sûr qu'il y ait des avantages pour l'asset manager. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, le CAPEX, c'est nous qui le sortons. L'OPEX aussi, d'ailleurs. Et donc, la question du ROI se pose complètement. Et c'est parfois massif. Donc, ça ne nous empêche pas de faire des tests. Mais moi, je ne crois pas qu'on ait trouvé la martingale. Je ne crois pas qu'il y ait un business model qui s'impose à ce stade. Je n'ai pas vu non plus de changement radical d'utilisateurs qui choisissent les immeubles les plus équipés en digital. Je ne crois pas qu'en termes de ranking de critères, ça passera un jour devant la localisation ou la conception de l'immeuble, ou les critères ESG, qui eux, pour le coup, sont montés très fort. Mais
j'ai parmi, voilà, c'est pas le fait de digitaliser un immeuble qui fait que d'un seul coup vous allez accélérer la commercialisation de façon massive. Pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain ce ne sera pas le cas. Il y a un débat aujourd'hui sur des bâtiments high-tech ou des bâtiments low-tech. Pas beaucoup. Enfin, en tout cas, quand on parle de commercialisation, c'est pas le critère numéro 1. Comment vous le regardez côté utilisateur ? Ce qu'il faut voir, c'est ce que je rebondis sur le parc va se renouveler, va mettre du temps à se renouveler. Sur les immeubles neufs, d'avoir un immeuble high-tech, oui, c'est sûr que ça va être un plus. Le problème, c'est que dans votre parc, vous en allez avoir un, deux. Alors, il y a un peu de chance, vous avez mis 5 ans, donc déjà la technologie a évolué. Donc celui qui a été câblé il y a 5 ans, il va déjà correspond plus avec celui qui a 5 ans. Mais imaginez, à la SNCF, on a des gares qui ont 150 ans. La technologie à cette époque-là, elle était assez vague pour le faire. On a essayé d'en rajouter. Donc la problématique après, nous, c'est d'essayer de faire en sorte que tous ces immeubles discutent avec des temps d'arrivée sur le marché complètement différents, et comment on va pouvoir les communaliser, parce que ça va être le big data derrière qui va nous faire gagner de l'argent. C'est le fait de pouvoir converger avec toutes ces données-là. Si je n'ai pas toutes les données sur l'ensemble de mes immeubles, je ne vais pas avoir de plus-value. Mais on est d'accord. Mais là, c'est l'œuf et la poule. Là. Donc, au bout d'un moment, si on oui, digitalise le pas problème, l'immeuble, on n'aura jamais de données. Exactement. Donc, il faut commencer, parce que de toute façon, seul ce qui se mesure peut s'améliorer. Donc, on le sait qu'il va falloir qu'on ait des datas. On le sait qu'il va falloir qu'on puisse capitaliser sur des datas. C'est le rythme à laquelle ça va aller, et surtout la frugalité dans laquelle on va pouvoir y aller. Parce que si c'est pour dire, comme Xavier, on va mettre des capex à plus savoir, ou les mettre dans l'immeuble et pour avoir un petit bout de données, non, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse après disposer de ces données sur l'ensemble du parc pour pouvoir en faire quelque chose, quoi. Oui, et puis ensuite, moi je pense qu'il faut qu'on fasse très attention aux collaborateurs, parce que des outils dans lesquels chaque collaborateur qui arrive le matin doit vérifier s'il a de la place au bureau, s'il a une place de parking, s'il pourra déjeuner à la cantine et s'il pourra ouvrir ou descendre ses volets, c'est un vrai sujet, c'est une vraie préoccupation d'utilisateur. Donc je pense qu'on est peut-être en train de revenir vers un peu du low-tech. C'est ce que vous proposez, vous, les promoteurs? Vous ne poussez pas à la consommation sur le... Je pense qu'on en revient un peu de cette surconsommation de données. On a besoin de choses aussi un peu pratiques. Mais si chaque matin, chaque collaborateur doit vérifier qu'il a bien une place de parking, qu'il a bien une place pour déjeuner, une place pour s'installer à son bureau, ça devient une telle contrainte que... Mais si j'ai bien compris, ici, sans capteur, on n'aurait pas pu mettre en place le Flex Office à 0,64 de mémoire, c'est ça, ce qui était la norme de BNP. Comment on fait, là, au bout d'un moment? Je sais pas. On impose le travail le vendredi après-midi ou le lundi matin, c'est ça? Je sais pas. Je pense qu'en effet, il y a un juste milieu à trouver, mais attention à cette surconsommation de... Je vais me transformer en intervieweur, si tu me le permets, Gouel. Est-ce que le BIM peut être un outil de facilitation de la remontée d'informations, notamment à l'égard des banques que nous sommes, et qui courront après la DPE, et qui vont courir de plus en plus en données réelles et pas simplement en proxy, des immeubles? Oui, je pense que oui. Alors, de ce point de vue-là, il y a une vraie utilité pour oui, bien sûr. Oui. Non, donc la question, c'est qui le paye. Mon propos, en fait, concernait pas la maquette numérique et le BIM. Mon propos, c'était juste bien sûr. Bien, on se projette un petit peu. Si on est dans un monde idéal, on oublie le fait qu'il y ait des difficultés. On a compris que c'était par la digitalisation et la convergence numérique qu'on allait arriver à avoir des immeubles décarbonés, avoir des financements verts, avoir des locataires heureux et qui payent, avoir des immeubles efficients. Si on se projette un tout petit peu, c'est quoi votre monde idéal? Je refais un tour de piste et j'ai envie de lier la question avec aussi qui peut vous aider à aller vers ce monde numérique rêvé et notamment ce que vous attendez des PropTech. Qui veut démarrer? Allez, Émeric. Écoutez, effectivement, donc on parlait de la donnée de manière générale, mais in fine, quand même, on fait des immeubles pour les utilisateurs et les occupants à la fin. Et je pense que quelque chose qui
bouge depuis quelques années, et le rôle que nous avons en tant que property, par exemple, c'est de faire du B2B2C, donc d'aller toucher l'occupant final. Je pense au plus grand bénéfice également de l'investisseur, parce que c'est aussi un acte de fidélisation, hein, derrière, d'avoir de la donnée, collecter plus de données, mais aussi de fidélisation de l'occupant final, et donc on espère sa satisfaction pour rester dans l'immeuble. Et c'est comme ça que, par exemple, ma vision, et ça, autant le BIM et la lourdeur, la complexité du BIM, je pense, en exploitation va mettre du temps à s'imposer, autant tout ce qui est, par exemple, application immeuble, pour faciliter la vie des occupants dans les immeubles, est quelque chose sur lequel qui me semble évident, qui sera de base dans les immeubles de demain, avec plus ou moins de technologie, bien entendu, mais aussi avec une grande notion de service et d'accompagnement dans le service de l'événementiel. Et si je prends le cas de ces BRE pour y arriver, c'est des projets qu'on a depuis des années. J'avais écrit des premiers cahiers des charges en 2016, ça a été mis en place sur notre siège social à Prony. Et après, derrière, quand on est dans un grand groupe, c'est quelle est la meilleure app, parce qu'il y en avait un peu partout dans le monde qu'on lançait. On a fini par choisir une app australienne développée au sein de l'entreprise, qu'on déploie aujourd'hui à Paris, qui s'appelle Host. Et puis, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la nouvelle, mais CBRE a dit on ne peut pas investir, on n'est pas en mesure de continuer à investir tout le temps des millions d'euros tous les ans sur quelque chose où on n'a pas l'économie d'échelle face à cet investissement. Et donc, on est obligé d'aller se tourner vers les PropTech. Et donc, CBRE vient de faire un investissement de 100 millions de dollars chez VTS, donc une licorne américaine, lancée en 2013, qui à l'origine était plutôt tournée vers le marketing, l'assistance à la commercialisation pour les grands bailleurs américains, et qui, avec le Covid et tout, s'est tournée vers des applications mobiles également immeubles. Et donc, maintenant, on va déployer leurs applications mobiles immeubles. Et donc, pour l'intérêt de CBRE, c'est à la fois de trouver un partenaire qui est beaucoup plus puissant, qui a des économies d'échelle plus importantes, et de mettre un ticket important de 100 millions, c'est aussi d'avoir un siège au conseil d'administration et de pouvoir peser sur la roadmap. Par exemple, c'est aujourd'hui son bureau, et on sait qu'il n'y a pas que des immeubles de bureaux, et de peser par exemple sur le développement de produits tournés vers le résidentiel et vers la logistique, quand même des secteurs assez clés pour les années qui viennent. Voilà, donc c'est aussi un grand acteur CBRE, de capitaliser avec des partenaires, d'investir dans des partenaires, d'influer également donc leur positionnement, leurs produits pour le bénéfice de toute l'industrie. Donc c'est plus que de la R&D, là, vous êtes dans une logique de capital venture, là, d'être au début de l'histoire et de déployer sur le monde entier. Tout à fait. Voilà, donc en tout cas, en essayant de bénéficier de l'économie d'échelle aussi du groupe et de cette puissance aussi de feu du groupe pour pouvoir s'associer à des PropTech. Il y a les mêmes logiques chez les banquiers ou chez les investisseurs? Alors, notre monde idéal, c'est d'abord pouvoir remonter de l'information des PE, émissions de gaz à effet de serre et autres, éléments ESG fiables, et pouvoir déverser cette information directement dans nos systèmes d'information et d'exploitation. Ça, c'est le premier élément d'un monde idéal pour nous. Le deuxième élément, c'est avoir des plateformes de gestion au niveau de nos middle et back-office qui permettent d'optimiser l'ensemble de la gestion de nos opérations à partir des nouvelles contraintes qu'on connaît et qui doivent nous faire converger vers le zéro net carbone échéance 2050, qui est l'objectif commun que nous partageons ici. Je crois qu'on a là les deux principaux objectifs en fait, qu'on cherche à obtenir. Et puis enfin, tout ce qui permet au niveau de l'origination, c'est-à-dire la mise en place des opérations. Et là, je pense à la plateforme Neomi qu'on a développée en partenariat avec des grandes banques et promoteurs de la place, de construire ensemble avec le notaire, le promoteur, le banquier, l'ensemble des actes, ce qui permet notamment aux promoteurs d'avoir une vision à tout moment de l'état d'avancement juridique et financier de ces opérations sur l'ensemble de ces sites, ce qui n'est pas rien, hein, d'avoir cette vision synthétique et rapide et fiable et transparente, et ensuite d'aller à la mise en place des opérations et exploiter ces informations pour la gestion ensuite des opérations par les middle. Voilà. Ça, c'est le monde idéal pour nous. Est-ce que ce monde idéal est un monde plausible ? Oui, je vois pas ce qui peut interdire la mise en place d'atteindre ces différents objectifs. Je pense que les startups sont d'une utilité indiscutable pour nous aiguillonner, nous aider dans l'avancement. On est des grosses machines, mais on sait aussi développer les moyens requis quand on a un objectif clair. Et avoir essaimé avec des startups autour de nous qui nous accompagnent dans cette évolution est très positif. Et le groupe est très ouvert à ça.
Il faut être patient ou il faut être pressé? Mais il faut voir loin et regarder de près, comme disait l'autre. Voir loin, c'est l'objectif 2050. Et regarder de près avec des étapes intermédiaires. Hein. Chaque groupe, et les groupes bancaires en tout cas, ont des échéances 2030, 2040. Alors c'est vrai pour le décret tertiaire, mais c'est vrai aussi pour les objectifs pour atteindre ce zéro carbone. Donc on raisonne vraiment en termes de trajectoire. Et notamment dans l'accompagnement de nos clients, c'est pas parce que le client n'a pas que des actifs verts qu'on va tirer l'échelle et ne plus l'accompagner. On va au contraire l'aider à mettre en place les travaux, les capex nécessaires pour faire en sorte que ces immeubles soient plus vertueux, et on développera les moyens financiers pour l'accompagner. Très bien. Xavier? Je ne sais pas si la notion d'idéal est le bon combat. Je ne sais pas si c'est ce qu'on doit poursuivre. Moi, on a fait le choix, hein, vous l'avez compris, d'avoir des grands partenaires. On n'est pas les seuls. Nous, on n'a pas investi. On considère que ce n'est pas notre métier de monter des plateformes digitales. Mais il y a au moins 2, voire 3 grandes questions qui se posent. La première, c'est la fiabilité. Je ne vais pas revenir dessus. Mais ça suppose en effet que la plateforme elle soit assise sur une plateforme de service, hein, qu'elle soit accompagnée par du service pour aller vérifier que les données sont fiables. C'est le premier point. Le deuxième, c'est un accompagnement, une certaine flexibilité pour être capable d'être sûr qu'on s'adapte aux besoins. Je ne suis pas convaincu d'ailleurs que mes besoins soient exactement les mêmes que ceux d'Allianz ou de CBRE ou de BNP Real Estate. Donc moi j'attends de mes grands partenaires aussi une certaine écoute, un certain échange, une certaine capacité à s'adapter et nous accompagner dans le temps. On a vécu une expérience douloureuse avec un fournisseur d'une plateforme numérique pour les américaines, pour faire les cash flows. Et en fait, quand on vous vend un logiciel et qu'on ne vous vend pas l'accompagnement qui va avec, moi j'avais l'impression de mettre mes asset managers dans le cockpit d'A747. Ils étaient incapables d'en faire quoi que ce soit s'ils n'ont pas le bon accompagnement. Donc à nous d'être capables de bien paramétrer aussi les outils, de vérifier que on sait utiliser les outils et qu'on sait les adapter à nos besoins, donc, et qu'il y ait un accompagnement dans le temps. C'est le deuxième grand sujet. Le troisième se pose aussi la question de l'interdépendance et de la dépendance avec tous ces prestataires. On a, nous, des obligations, qui ont été évoquées tout à l'heure. On a des obligations vis-à-vis de nos locataires, vis-à-vis de nos investisseurs. On a aussi des obligations légales par rapport à la remontée de data. Et on doit pouvoir les assumer sans être forcément dépendant d'un partenaire ou d'un prestataire. Donc à nous de bien écrire les règles du jeu aussi pour vérifier qui est propriétaire de la donnée, de comment ça se passe si ça se passe mal, et de pouvoir continuer à assurer nos obligations sans avoir à risquer quoi que ce soit d'un point de vue réputationnel ou autre. Et ça, c'est un troisième enjeu qui n'est pas totalement réglé non plus. Donc moi, je pense qu'il va falloir travailler sur ces trois chantiers si on veut être sûr d'avancer dans la bonne direction. Merci beaucoup, Loïc. Dans un monde idéal, l'objectif, c'est de réussir à embarquer toute la chaîne de fabrication des projets immobiliers dans ces objectifs de RE 2025 ou DPEA. Et ça, c'est pas une mince affaire, en fait. Notamment, il faut qu'on réussisse, nous, promoteurs immobiliers, à embarquer les entreprises dans, sans doute, la construction hors site d'une partie des éléments de la fabrication des projets, la mixité avec des matériaux bas carbone, etc. Et ça, moi, je me rends compte que le parcours est très, très costaud à faire. Finalement, la manière de construire les immeubles a très peu évolué depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans. On se rend compte que tous les sujets de data évoluent à une vitesse considérable, mais la manière de construire des immeubles, finalement, a très, très peu évolué. Donc, dans un monde idéal, moi, je souhaite qu'on réussisse à embarquer toute la filière de fabrication de ces projets immobiliers dans ces objectifs. La RE 25, c'est un objectif qui est assez complexe à atteindre. Mais donc ça suppose qu'on embarque les filières de construction aussi avec nous dans cette manière de fabriquer la ville. Ça sera un vrai challenge ou c'est quand même là aussi plausible? Non, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Et moi, je pense qu'il faut qu'on change notre manière de construire. Je parlais de l'acceptabilité des projets par les villes, par les collectivités. Ça, c'est un vrai sujet en ce moment. Aujourd'hui, il y a une espèce de musique ambiante qui consiste à dire qu'il ne faut plus construire du tout, nulle part.
Donc il faut qu'on réussisse à réembarquer tout le monde, et notamment sur la manière de construire, probablement en déportant une partie de la construction hors site, et donc en minimisant les impacts de la construction sur les villes. C'est pas qu'une question de matériaux, on est d'accord. C'est pas qu'une question de matériaux, ouais, c'est vraiment un système, la manière de construire les bâtiments. Et puis du coup, nous on s'est embarqué dans un pacte qu'on a appelé le pacte 3B, donc à la fois bas carbone, biodiversité. La biodiversité devient un sujet aujourd'hui quand même assez essentiel. Et puis bien vivre, donc c'est la construction de nos projets immobiliers autour de ces trois B, et donc on développe un outil interne, au moins pour vérifier qu'on s'embarque à chaque fois sur nos projets sur le respect de ces 3B. C'est quoi? C'est une sorte de grille de cotation, c'est ça? C'est une espèce de grille de cotation qu'on a appelée e-cotation, donc qui permet aussi de challenger nos projets aussi à l'interne à travers ces 3 critères. On peut imaginer ça, que ça devienne un critère discriminant quand on achète, comme quand on achète les machines à laver et qu'il y a Enfin, non, tout le monde a A en fait. Ouais. Alors sur le sujet de la labellisation, on est ravis que le DPE devient un outil qui m'a l'air maintenant essentiel et déterminant. Et donc ça permet de régler un certain nombre de sujets, parce qu'il y avait plein de labels partout. Et donc là, le DPE devient un des outils partagés un peu par tout le monde. Donc ça, c'est une évolution importante. Très bien. Le mot de la fin, toujours à l'utilisateur. Le monde idéal, c'est quoi? Qu'on arrête de tout vous refacturer, c'est ça? Déjà, mais ça c'est un préalable. Hein. C'est comme dans, on veut tous acheter le bâtiment. On veut tous acheter le bâtiment A au prix du F. On est bien d'accord. Non, le monde idéal pour nous, enfin le monde idéal, le système d'information idéal pour l'utilisateur, il doit répondre à 3 clients, à 3 parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise. Émeric le disait tout à l'heure, voilà, si on a des bâtiments, c'est pour loger du personnel en règle générale et les activités qui vont avec. Donc, bien évidemment, la première partie prenante pour nous, c'est l'utilisateur final, c'est l'occupant, c'est l'exploitant. Alors, c'est pas que du tertiaire. Hein. Le monde des entreprises n'a pas que du tertiaire, et c'est pas uniquement des bureaux avec des gens qui sont en télétravail, ainsi de suite. Il y a aussi beaucoup de cols bleus. C'est généralement plus de 60% des entreprises. Donc c'est à eux qu'on doit s'adresser, et c'est eux qui vont avoir des besoins à satisfaire. De plus en plus ESG, vous l'avez cité, et nos utilisateurs, on est très partie prenante là-dedans. Donc ça, et donc d'avoir un flux d'informations et des informations dont ils ont besoin. Alors Loïc le caricaturait, c'est vrai que de plus en plus maintenant avec le flex office, je vais au bureau, mais est-ce que j'aurai un bureau? Est-ce que j'aurai une place de parking? Est-ce que la température sera bien à 19? Est-ce que je ne reste pas à la maison par hasard? Et ainsi de suite. La deuxième partie prenante, c'est l'entreprise elle-même, ses activités. Et là, le besoin, il est clair, c'est comment l'externalité négative de l'immobilier ne va pas impacter ma propre production, et comment je vais faire pour que l'immobilier ne soit pas une contrainte mais devienne même un atout si c'est possible, et que je puisse loger mes activités et gagner de l'argent au final, et ainsi de suite. Ça, c'est très important, c'est un flux d'informations. Et en matière immobilière, je ne vais pas vous faire cette insulte, l'équation elle est quand même assez simple. J'ai des mètres carrés, j'ai des coûts unitaires avec tous les services qui sont derrière. La variable la plus jouable, je vais dire, pour utiliser ce terme-là, c'est les mètres carrés. Donc comment j'optimise l'usage de mes mètres carrés. Puis au final, il ne faut pas les oublier, et là je vais les défendre en tant que président de l'ADI. Il y a pas toujours des grosses équipes, il y a quelques équipes aussi qui travaillent avec vous au quotidien, qui fait la jonction entre l'utilisateur final, les activités, et vous, les investisseurs, les PME. Oui, je sais, on est votre bourreau la plupart du temps. Et les promoteurs, et ainsi de suite. Et eux aussi ont besoin de productivité, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin d'avoir un système d'information qui les aide au quotidien à pouvoir dialoguer avec vous, à recevoir vos données, à les traiter et à prendre de bonnes décisions. Donc le modèle idéal, ça serait un système d'information qui fasse tout ceci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas unique. Il est le fruit de toutes les PropTech et de toute l'intelligence de ces PropTech. Donc la meilleure intelligence qu'on vous demande à vous, c'est de pouvoir dialoguer et de faire un système qui dialogue que vos systèmes dialoguent parfaitement, de façon à ce que nous, derrière, on peut en tirer la meilleure quintessence. Merci beaucoup, messieurs, pour cette première table ronde.